C'est pas du baratin ce qu'on raconte. Enfin, moi, je ressens, vraiment, j'étais absolument pas dans ce trip-là, hein, la méditation. Et en fait, le déclenchement est venu à la première retraite qu'on a faite avec Frédéric Lenoir. Ouais. Vous n'avez pas très envie d'aller d'ailleurs. Non, j'avais pas très envie d'y aller et j'étais absolument ravi et c'était super. On a fait ensemble et avec d'autres une retraite spirituelle, laïque, autour de la méditation et autour d'une personnalité. Et dans ces 2-3 jours, dans la montagne, dans un site merveilleux, etc., ce n'était que bienveillance. Et dès la première minute où on est arrivé dans cette retraite, on sentait la bienveillance qui s'installait, mais de façon naturelle et immédiate entre les personnes. Quand vous partez dans le monde classique et vous retournez après dans la vie, c'est dur. Donc, comment créer un lien entre ce moment-là intime et riche, épais en termes de bienveillance, et la vie de tous les jours? Je pense que la méditation et le yoga est un très bon moyen pour garder ce lien de bienveillance avec le monde qui vous entoure. Moi, j'ai tourné autour pendant un an. D'ailleurs, j'avais pris Petit Bambou à son tout début. Et j'avais fait les 8 gratuites et tout ça. Et puis je me suis dit, est-ce que je m'abonne? Est-ce que j'ai le chic de m'abonner au truc et puis ensuite d'arrêter? Et j'ai tourné un peu autour pendant un an. Il fallait que ça travaille, il fallait ce temps. Et je savais que ça ne servait à rien de forcer les choses, que ça allait se mettre en place. Il y avait une phrase de Jean-Yves Leloup qui nous avait, à notre retraite spirituelle laïque, où il parlait du temps. Moi j'ai eu un flash sur le temps, il disait mais finalement le vivant c'est maintenant. Et c'est une phrase extrêmement lourde parce que d'essayer de prendre conscience que le vivant c'est maintenant sans se projeter sur l'avenir, sans être pollué par son passé, ça veut dire qu'il faut se mettre dans des postures, pour être comme ça, c'est pas possible. Mais quand on le sent, ce qui m'arrive très rarement pour être très honnête, parce que je ne suis qu'un débutant, c'est assez exceptionnel. On est tous des débutants. On est tous des débutants. Personne n'est expérimenté. Enfin... Bien sûr. Le principal obstacle, c'est les gens qui vous disent mais j'y crois pas, c'est pas pour moi, mais t'es différent de moi. Et le sentiment que, surtout à nos âges, que nos vies sont faites et que de toute façon on ne peut rien changer à l'existant. Je trouve ça terrible. Je trouve ça, c'est une vraie désespérance pour moi de rencontrer des gens qui disent oh mais je suis comme ça, de toute façon je ne changerai pas. C'est de ne pas imaginer qu'on est une sorte de pâte à modeler extrêmement fertile et qu'on a la capacité de changer et de se transformer et que tout est possible et qu'on n'a pas besoin d'être riche, d'être puissant, d'être intelligent, d'être, je sais pas, on n'a pas besoin de qualité particulière, on a juste besoin d'avoir un jour, une fois, se dire j'essaye. Et cette phrase de Jacques Brel, je ne sais pas si vous avez entendu cette interview de Jacques Chancel avec Jacques Brel, qui est un interview mythique que j'écoute souvent. Et Jacques Chancel, il a toujours l'habitude de poser des questions auxquelles il est impossible de répondre. Et il demande à Jacques Brel, c'est quoi pour vous l'idéal? Et Jacques Brel répond ce mot extraordinaire, essayez. Essayez. Et je trouve que tout est dit, parce qu'une vie c'est juste essayer, et donc essayer la méditation, essayer le yoga, juste essayer. C'est pas, on ne cherche pas à réussir quelque chose, mais essayer tous les jours, je trouve que, en tout cas moi c'est si je devais mettre un mot au frontispice de la façon dont je conduis ma vie, c'est celui-là, essayer. Petite anecdote de ce week-end, dimanche matin j'ai fait une méditation tout près des étoiles parce que j'étais sur un toit et en me disant voilà cet après-midi on va être 19, tous mes enfants, mes petits-enfants, ça va être le bordel total, je vais essayer de le vivre pleinement. Alors que d'habitude, je fais attention, mais ils m'en foutent partout, il faut que je range les Legos perdus, etc. Donc j'ai fait une méditation en pensant à ça, et en pensant à, je sais pas, l'accueil de ces petits êtres, ces grands êtres qui vont être autour de moi. Pendant cette réunion familiale, j'ai pensé à ma méditation du matin. C'était un moment merveilleux, merveilleux.
ne faut pas oublier qu'il y a une forme d'appréhension à aller vers la méditation, parce que quand on a, et c'est le cas de Gonzague et moi, et de beaucoup de gens, des vies très très occupées, on sait pertinemment au fond de soi qu'une partie de cette occupation, c'est pour ne pas regarder le vide qui est en nous. Et le vide, ça fait peur, c'est terrifiant le vide. En se disant, mais là, je fais plein de choses bien, et puis alors en plus de ça, on se donne des justifications parce qu'on fait des choses pour les autres. Surtout quand on est parent, on doit consacrer énormément de temps à ses enfants, donc on a le sentiment qu'on existe parce qu'on fait. Et la méditation vous ramène au fait d'exister, tout simplement parce qu'on existe et parce qu'on est. Et cet être peut être très douloureux. Je pense que la méditation peut faire peur, tout simplement parce qu'on est nu. Bien sûr, on ne peut rien en attendre, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est l'inconnu, et c'est de revenir à se faire le vide en soi pour que puissent émerger des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et moi, la méditation, ça m'a aidé à accepter des choses que j'avais en moi et que j'avais refoulées, cachées, parce qu'on on avait quand même une éducation, il fallait toujours voir le positif, never explain, never complain, et d'accepter qu'on a en soi des forces puissantes, qui sont des forces négatives, des forces de tristesse, des forces de colère, ou, qui sont en vous, et du coup de les accueillir et de les laisser venir et de les laisser passer comme des vagues successives, comme la mer qui revient à son rocher, etc. En disant, mais pourquoi elles viennent, mais pourquoi elles repassent, et justement pas se poser la question du pourquoi, mais ce qu'elles veulent nous dire. Ça, c'est une vraie découverte. Moi, ce que m'apporte la méditation et le yoga, c'est plein de choses. Et puisqu'il faut résumer avec des mots ce que ça vous apporte, moi je dirais bonheur, sérénité et efficacité. Bonheur, pourquoi? Parce qu'on accueille les choses différemment. Et pour soi-même et par les autres, très différemment. Les soucis, voilà, une espèce de sérénité, parce qu'on se détache un peu de cette frénésie temporelle permanente qui est usante. Et puis efficacité, parce qu'on est à l'essentiel. Quand après un moment de méditation, où on profite d'un moment de méditation pour avoir un regard différent sur quelque chose qui vous arrive, comme on est à l'essentiel, on est beaucoup plus efficace. Moi, je suis un adepte très récent, très modeste de la méditation. J'étais absolument pas dans cette... pour moi, le regard de soi était plus un égoïsme qu'autre chose. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt un effort, parce qu'il faut faire un effort pour méditer, c'est pas comme ça. C'est plutôt un effort pour être mieux avec les autres, en passant par moi-même. Donc bonheur, sérénité et efficacité, parce qu'on est à l'essentiel. Si je pouvais dire autre chose sur ce que m'a appris la méditation et la pratique de Petit Bambou et du yoga, c'est l'infinie joie d'être vivante. De se rappeler tous les jours que d'être vivant, c'est une chose juste absolument extraordinaire. Et je pense que la méditation vous aide à vous rappeler tous les jours que être vivant, c'est juste ça doit nous procurer une joie sans limite. Moi, je pense qu'il y a une lame de fond très puissante. Et donc, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui au bout d'un système. La consommation, le toujours plus ne rend pas heureux. Ça, on le savait depuis le début, mais quand même, il y a une forme de miroir aux alouettes. On est tous fait pareil. On cherche tous à être heureux et à mettre du sens dans sa vie. Une sorte d'écologie intérieure qui est en train de pousser cette lame de fond. Elle a tout à fait raison, Clara. Elle vient beaucoup des jeunes qui nous poussent avec leur désir d'avenir qui n'est pas du tout le même que celui qu'on imaginait il y a 30 ans. Mais il y a encore quelques regards, je pense, un peu amusés sur la méditation. Alors il y a des entreprises qui font des séminaires autour de la méditation, on va le faire d'ailleurs, parce que c'est l'air du temps.
Mais je pense que tous ceux qui le font dans de bonnes conditions, à chaque fois ils s'y retrouvent en disant mais finalement c'était juste génial. Je suis toujours surprise de voir qu'on oublie que tous les grands saints ou les grandes figures qu'on admire, ça peut être Mandela, ça peut être Mère Teresa, ça peut être Sœur Emmanuel, ça peut être des personnalités religieuses ou laïques. Elles consacrent au moins 1-2 heures, quelquefois 3 heures, à la méditation ou à la prière et à cette intériorité. Et nous, on est là à courir comme des lapins dès le matin et on a le sentiment que si on prend du temps aux autres, c'est de l'égoïsme. Mais c'est juste exactement le contraire. Prendre du temps pour cette intériorité, c'est une manière d'être beaucoup plus ouvert et accessible aux autres parce que justement, on se dépollue de tout ce qui pourrait être une agression. Et puis surtout, on est là. Et je pense que si je devais résumer en une seule phrase ce que m'apprend la méditation et le yoga, c'est être là. Quand on a créé Raise, c'était parti de ce cri du cœur et cri de colère en voyant cet article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous ». On s'est dit que nous qui avions réussi grâce à la France, si on faisait rien, qu'il ferait quelque chose et qu'il fallait qu'on retrousse nos manches et qu'on ne pouvait pas dire qu'on était des hommes ou des femmes de bien si simplement on s'occupe bien de notre famille, qu'on fait bien son travail. Et à un moment donné, dans des moments difficiles, il faut retrousser ses manches et puis il faut se lever. Et la façon de se lever, nous, ça a été 50%. C'est-à-dire qu'on allait donner 50% de nos bénéfices, nous, l'équipe, mais pas nos investisseurs, pas à une fondation pour aider les entrepreneurs parce qu'on avait envie d'aider la jeunesse. Et donc on a fait ça, on a créé Raise. Aujourd'hui, on a levé 700 millions, on investit dans des PME, on investit dans l'immobilier, on investit dans des startups. Et la fondation a reçu plus de 2000 jeunes entreprises. Elle en a accompagné 200, on fait des prêts d'honneur. Et du coup, on se trouve au cœur d'un écosystème qui fait qu'on est proche de nos actionnaires, les grands groupes, on est proche des PME dans lesquelles on investit, on est proche de l'immobilier, on est proche des startups et on est proche des jeunes entreprises qui sont en plein démarrage. Et cette générosité nous a donné un savoir et une connaissance qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas été généreux. On n'aurait jamais su tout ça. Et du coup, ça nous donne une capacité à agir qui est bien plus puissante que si on avait juste fait de l'investissement. Je crois savoir que dans le monde de la méditation, les grands méditants sont dépouillés de tout, alors qu'on est dans un monde où on essaye d'accumuler un maximum. Donc il y a un décalage entre cette vague dont parlait Clara tout à l'heure, qui pousse à la méditation, au retour sur soi, au dépouillement, à la notion de partage, etc. Et ce monde qui a ses avantages, mais aussi ses gros inconvénients, qui est ce monde d'économie classique, qui à mon avis ne nous suffira pas, et en tout cas n'ira pas à la jeune génération. Donc la grande idée de ce MEB, c'est de réconcilier les mondes, parce que partager, c'est très bien, être au milieu de la place de la République ou de la place de Bastille en disant je veux partager, je veux partager, je veux partager, c'est très bien, et nous sommes prêts à le faire, mais essayer de donner cette notion de richesse pour mieux partager, c'est quand même, à mon avis, ce que la jeune génération demande, et en tout cas, une économie de partage est une économie qui donne plus d'espérance à ses citoyens. Mais pour partager, il faut soit avoir du temps, soit avoir de l'argent. Donc il faut arrêter d'opposer le profit au don. C'est un peu aussi l'idée du MEB, de se faire réconcilier ces deux mondes, le monde de la philanthropie et le monde de l'économie classique. On a cette conviction qu'à partir du moment où vous mettez de la générosité et la capacité d'utiliser votre talent à la fois pour produire et pour fabriquer de la richesse, et de la générosité qui permettra à d'autres de produire et de fabriquer leur propre richesse que vous-même vous êtes incapable de produire, ben vous agrandissez le monde, vous le rendez, vous permettez à tous les potentiels de se réaliser et donc tout le monde est plus heureux. Salut petit bambou. Le bambou, c'est pas ça qu'il faut dire. Salut petit bambou.